Messieurs, bonsoir. Alors effectivement, je vais vous parler du vivant, bien sûr, c'est le thème de la journée, mais je vais le faire de façon un petit peu contournée, un petit peu latérale. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que même si en général on prétend toujours qu'il n'y a pas de lien entre nos représentations et nos actions, quand il s'agit de nos représentations fondamentales, celles vraiment qui modifient la relation que l'on entretient au monde qui nous entoure, bah, évidemment, il suffit de le dire pour voir que parler d'absence de lien est ridicule. Il y a un lien même profond, mais il est très compliqué, d'autant que quand nos représentations de fond changent, eh bien, à un moment donné, pendant une période assez longue, les représentations anciennes restent dominantes et puis les nouvelles émergent. Et donc, effectivement, la relation des unes aux autres n'est pas très simple. Alors, pour bien montrer la rupture dans notre relation au vivant qu'a apporté la modernité, à, à la dans la deuxième moitié du XVIe siècle, avec l'avènement de ce qu'on appelle le mécanicisme, en fait simplement la science moderne, et l'idée du monde qu'elle a drainé avec elle. Si on veut bien voir à quel point c'est une rupture par rapport à ce qui précède, eh bien, il convient quand même de rappeler un petit peu ce qui précède. Et pour le coup, je vais vous reconduire à la conception savante du monde parce que les porteuses des Grecs, elles se forment, enfin, elle va se durcir, se structurer vers le 4-5e siècle avant Jésus-Christ, avec Aristote et Eudoxe, elle va se stabiliser avec Ptolémée, et lorsque les figures de la nouvelle science vont commencer à forger l'idée mécaniste du monde, eh bien, ils vont le faire en contredisant, en détruisant cette conception. Et évidemment, par rapport à la vie, la différence, vous allez voir, est fondamentale. Je vais tout de suite vous la résumer parce que, d'une certaine manière, si on prend la physique d'Aristote, c'est une biologie. Puisque le grand principe de la physique, c'est que la nature ne fait rien en vain. En d'autres termes, la nature est inséparable de la recherche de causes finales. En revanche, vous le savez, si vous allez regarder du côté des fondements de la biologie, 17e avec Descartes, Lamarck, en fait, là, c'est la biologie qui est devenue une physique, plus exactement une chimie, mais aussi une physique, hein, au sens aussi mécanique du terme. Et on n'a pas fait que de se mettre dans l'impossibilité de penser la vie, parce qu'on ne pouvait plus penser le vivant. On s'est quand même, mais c'est un peu ce que je vais essayer de vous montrer, on s'est quand même méchamment mis en tête de le détruire. Et ici, vous êtes quand même des gens qui connaissaient bien le sujet. Vous savez qu'en termes de destruction du vivant, nous avons été, notamment les 70 dernières années, d'une efficacité absolument redoutable. Et bien sûr, nous continuons à l'être. Alors, revenons aux Grecs. Vous savez, ils ont une idée finie de l'univers. L'univers est un empilement de sphères concentriques, et ces sphères renferment toute la réalité que vous pouvez avoir dans l'univers. Il n'y a rien en un sens absolu, donc le mot rien n'est même pas adéquat, il n'y a rien en un sens absolu en dehors de ces sphères. Vous avez la sphère des fixes qui entourent le premier moteur immobile, ensuite les sphères auxquelles sont attachées les planètes connues. La dernière, c'est évidemment la Lune, et là commence ce qu'on appelle le monde céleste, et en dessous, vous avez le monde sublunaire. Le monde sublunaire, c'est celui de la Terre et puis de l'atmosphère. Il est caractérisé par la contingence, il est caractérisé par le fait que tout ce qui vit, il devient et il meurt, donc il disparaît. C'est donc la contingence qui l'emporte dans cet univers sublunaire. En revanche, dans l'univers céleste, tout y est nécessaire. C'est pourquoi, d'un côté, le mouvement y est nécessairement circulaire pour être identique à lui-même, et puis il n'y a pas de matière. Il y a une cinquième essence, une quintessence, et en fait les astres sont divins. Et c'est là que c'est intéressant par rapport à la vie, c'est-à-dire que pour les Grecs, le critère de la vie n'est pas la reproduction. Pour les Grecs, le critère de la vie est la pensée. Tout ce qui pense vit. Et plus la pensée est pure, plus la vie est pérenne.
Donc on est dans un monde un peu assez différent du monde moderne, mais si vous regardez du côté de Gaïa, ben Gaïa tire vers le vivant, évidemment, ne se reproduit pas. Et puis je vous invite à découvrir, si vous ne le connaissez pas déjà, un géologue comme Peter Westbroek. Pour lui, la production du granit, la production des téléphones, des œuvres d'art et les êtres humains, c'est le tout de la nature. Et donc effectivement, pour ce grand géologue qui a apporté beaucoup à la géologie, qui est des figures très, très originales, eh bien, le vivant, d'une certaine manière, dépasse largement la reproduction. Alors, si j'en viens évidemment à l'émergence dans la seconde moitié du mécanisme, comme vous le savez, en fait, à l'origine, le mécanisme est une pensée grecque, de Démocrite à Lucrèce, mais en quelque sorte, qui est dans les remous latéraux. Le mécanisme dans l'Antiquité, ce n'est pas le flux de pensée dominant. Ça va le devenir à compter de la deuxième moitié du XVIe siècle, et de façon très très intéressante, et c'est un des grands historiens du mécanisme qui nous le dit. Finalement, les grandes figures savantes européennes auxquelles cette vision du monde va s'imposer ne se connaissent absolument pas entre elles. Et au même moment, elles se voient imposer la même conception de la réalité. Puis petit à petit, évidemment, elles viendront à collaborer. Alors, quelques mots sur cette façon de penser, le monde. C'est très clair. La nature, tout ce qui existe, n'est alors qu'un agrégat de particules, à ne pas confondre avec des atomes. À l'époque, à part chez Leibniz, mais la conception atomiste, elle ne s'imposera qu'à la fin du XIXe siècle. On est plutôt dans l'idée d'une continuité de particules allant vers l'infiniment petit, par exemple ce que va théoriser un mathématicien comme Euler. Peu importe, comme c'était déjà le cas pour Démocrite ou Lucrèce, mais toutes les formes qui peuvent apparaître sont liées au choc entre les particules. Et ces chocs entre les particules sont régis, pensait-on, par une loi unique. Et comme vous le savez, jusqu'à la fin du XVIIIe, on pensera qu'il n'y a qu'une loi qui régisse la nature. C'est tout d'abord la loi du mouvement de Galilée. Alors ce qui est très important là, et ce qui est vraiment fondamental, c'est qu'effectivement, et ce n'est pas une lubie de Descartes, c'est-à-dire que si on prend au sérieux le paradigme mécaniste de la science naissante, de la physique, et les animaux, et les plantes sont nécessairement des machines. Mais ce n'est peut-être pas le plus important de cette manière. Si les plantes et les animaux sont des machines, tout simplement parce qu'ils sont purement matériels, ils n'ont pas d'intériorité, pas de sensibilité, donc évidemment pas d'intentionnalité, pas de projet, etc., pas de conscience encore moins, etc. Mais surtout, ça veut dire que les êtres humains, c'est-à-dire nous-mêmes, sommes totalement étrangers à la nature. C'est ça que signifie le mécanisme. L'humanité est hors nature. Et là, il y a un recouvrement entre la science naissante et puis finalement la manière dont on avait fini par interpréter le livre de la Genèse, la Bible, au sein duquel vous avez au moins 3 postures qui permettent de construire une représentation des liens entre les humains d'un côté et les autres êtres naturels. Mais on n'a retenu qu'une seule posture, finalement. C'est Genèse 1, 26, vous autres, dit Dieu en quelque sorte, vous autres, êtres humains, vous êtes les seuls à avoir été créés à l'image et à la ressemblance de votre Créateur. En d'autres termes, vous êtes étrangers à la nature et c'est la raison pour laquelle vous êtes appelés à la dominer. C'est effectivement ce qu'on va dire. Et là, il y a une congruence parfaite entre ce nouvel imaginaire que draine la science naissante et l'ancien imaginaire réduit une de ses portions, si j'ose dire, l'ancien imaginaire biblique, ce qui fait la force avec laquelle, même s'il peut paraître complètement contre-intuitif, le mécanisme va s'imposer. Vous connaissez tous cette petite histoire de Malebranche qui reçoit un de ses correspondants. Il discute justement sur l'animal machine et Malebranche de frapper son chien qui hurle. Il dit, ben voilà, il résonne comme résonne une cloche. Et comme vous le savez, eh bien, cette idée-là n'a cessé d'être contestée.
N'empêche qu'on va la mettre vraiment en pratique et je vais y revenir après. Alors, effectivement, si l'humanité n'a rien à voir avec la nature, elle n'a rien à voir avec le vivant, et elle en est totalement étrangère, est-ce qu'on va finir par appeler le progrès, dont la généalogie est un petit peu plus ancienne, ce qu'on va finir par appeler le progrès, eh bien, va alors, à partir de ce moment-là, être conçu comme une dynamique d'arrachement à la nature, au sens le plus concret du terme. Devenir humain, développer sa propre humanité, développer les sociétés, c'est en permanence s'arracher à la nature. Wittgenstein, dans ses remarques, racontait que finalement, si on ne peut pas penser Dieu, c'est tout simplement parce qu'on a recouvert l'univers d'un voile de cellophane. Il était sympa, Wittgenstein, mais on ne l'a pas tout à fait recouvert d'un voile de cellophane. On l'a recouvert de béton, d'acier, de molécules chimiques. Et effectivement, la pauvre a du mal à y trouver son chemin. Et la chose va devenir très, très concrète, et notamment l'économie. L'économie va être en quelque sorte, avec la physique, par rapport aux sciences sociales, la science dominante, celle qui va forger l'ensemble de la société à son image. Et comme vous le savez, eh bien, petit à petit, l'économie va se penser comme, alors pas d'un seul coup bien sûr, mais comme une sorte d'exploitation indéfinie du capital naturel, auquel on substituera une forme de capital reproductible. Et cet imaginaire d'une sorte de destruction indéfinie du monde naturel, qui est le pendant de l'arrachement dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien vous allez la retrouver par exemple chez un astrophysicien soviétique comme Nikolai Kardashev, dont la thèse a été vulgarisée par le physicien américain, mais d'origine japonaise, qui s'appelle Mikio Kaku. Et là, c'est assez clair. Voilà ce qu'il dit. On peut distinguer 3 types de civilisations. Et dit-il, nous sommes encore loin du premier. Et vous allez voir que cet arrachement-destruction, il est alors extrêmement concret. Le premier stade de civilisation, c'est celui qui commence à partir du moment où on a détruit jusqu'au noyau de la planète Terre. Le deuxième stade de civilisation, c'est lorsque on détruit le système solaire. Et le troisième stade de la civilisation, alors c'est très russe, il y a une petite connotation tout à fait actuelle, mais là c'est plus local pour le moment, mais on détruit les galaxies. Et il y a 1 an ou 2, je crois, un physicien français, Gabriel Chardin, s'était amusé à calculer ces 3 stades d'une façon indirecte. Et voilà, il imaginait une exoplanète, une planète théroïde, ressemblant à la nôtre, avec à peu près la même masse, et puis une espèce aussi sympathique que la nôtre, une espèce humanoïde. Alors on imagine au départ cette espèce plutôt sous une forme très réduite, d'une horde ou de quelques hordes, et puis on affecte ces hordes humanoïdes d'un taux de croissance tous azimuts de 2%, ce qui est énorme. Une croissance de 2% sur un plan économique, seuls quelques pays industriels la connaissent à compter grosso modo de 1870. On aura une croissance supérieure. Alors dans les années 20, seulement aux États-Unis, par exemple pour l'Europe, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Et si on calcule en termes de croissance économique, eh bien, l'histoire humaine, c'est au mieux 0,06 points de croissance. D'accord ? Donc un taux de croissance de 2%, c'est gigantesque. Et effectivement, calcule Gabriel Chardin, en 5 à 6 siècles, l'espèce en question aura détruit sa planète jusqu'à son noyau. Et en 5 à 6 000 ans, nous dit-il, elle aura fini par détruire l'univers, alors au-delà de la galaxie, avec un rayon de 10 milliards d'années-lumière, ce qui est assez confortable. Donc voilà cet imaginaire qui est le nôtre. Et effectivement, ce n'est pas simplement un imaginaire. Si on revient aux animaux-machines, eh bien,
l'industrialisation, en quelque sorte, ça va déjà commencer, par exemple, par les abattoirs de Chicago à la fin du 19e, début du 20e siècle. L'élevage industriel qui va se développer après-guerre. Donc c'est ça un paradigme. Hein. Les choses sont pensées, mais elles ne s'expriment, elles ne se développent qu'au cours des siècles. Et puis, me disait un ami qui était passé par là, il y a encore 10-15 ans, eh bien, quand on formait les jeunes vétérinaires à Maison-Alfort, on leur apprenait encore, voilà, si vous devez pratiquer une césarienne sur une vache, pas la peine de l'anesthésier. Elle ne ressent rien. Et là, j'en reviens effectivement à la connaissance, parce que ce sont nos connaissances qui ont cassé, déjà plutôt grignoté, érodé cette façon de se représenter le vivant. Alors, on peut remonter très loin, on peut remonter à Lamarck. Alors, Lamarck, c'est au contraire le mécanicisme. Oui, certes. Et Lamarck est le premier à prétendre de façon ferme, avec un très bel extrait, une très belle page d'écriture sur la généalogie mécaniste des êtres humains eux-mêmes, en partant des singes. Et donc, le premier à affirmer ça, Darwin, alors, ok, et la sélection naturelle, c'est par définition un mécanisme, mais cela dit quand même, c'est la première fois qu'on remet l'espèce humaine dans le cadre de l'odyssée naturelle des espèces. Puis après, c'est le travail de l'éthologie, qui pendant plus de 70 ans, parce qu'on peut au moins on peut remonter ça avant la Deuxième Guerre mondiale, mais nous ont montré que, évidemment, il n'y a pas que les êtres humains qui se représentent le monde. Tous les animaux se représentent le monde, et de manière générale, finalement, on a fait sauter, Pascal Pic n'est pas là, mais c'est un de ses chevaux de bataille, on a fait sauter l'un après l'autre tous les critères classiques de différenciation entre l'animal humain et les autres animaux. Et puis plus récemment, on a même mis en évidence à quel point eh bien, le vivant végétal n'est pas simplement le lumpenprolétariat de la vie, hein, qui est là pour produire la production primaire, pour que les animaux puissent s'élever vers ce sommet de créativité et de gentillesse qu'est l'humanité. Eh bien, non, les végétaux aussi, c'est de la vie, donc c'est de la stratégie, c'est de la communication, etc. Et donc on finit par se forger, une conception de la vie qui est vraiment extrêmement riche, et on revient, on ne croit plus du tout dans nos délires mécanistes, si vous voulez. Et quelqu'un, par exemple, comme Peter Westbroek, vous dira que finalement, les pierres pensent. Alors, en un sens, évidemment, à ne pas prendre de manière anthropomorphe. Simplement, dit-il, voilà, impossible d'imaginer un cycle comme celui du granit qui, en repassant sous les plaques tectoniques, redivise en des formes plus élémentaires pour s'y reformer à l'identique. Et ce que je disais tout à l'heure avec les téléphones, etc. Alors moi, on développe avec Sophie dans ce livre Primauté du vivant cette pensée moniste, mais là, je n'aurai pas le temps de le faire. Et c'est justement l'ambivalence dont je vous parlais tout à l'heure. Depuis que l'on se met à repenser la complexité du vivant, depuis que l'on comprend que l'on relève nous-mêmes du vivant, nous ne sommes pas une espèce d'exception attachée à un ciel métaphysique, eh bien, en même temps, on détruit avec une détermination sans faille la vie, la vie autour de nous. Je vous rappelle ces études qui sont devenues célèbres, ces deux études allemandes, l'une sur 63 sites où on a pendant 27 ans capturé juste en haut de tentes malaises des insectes volants, et on se rend compte qu'au bout de ces 27 ans, eh bien, le nombre de prises se réduit d'à peu près 80%. Cette autre étude, toujours allemande, sur simplement 10 ans, et ça, cette fois-ci, ça concerne les arthropodes et pas simplement les insectes volants, mais effectivement qui, sur un pas de temps plus restreint, en tout cas pour les prairies, pas pour les forêts, mais retombe à peu près sur le même chiffre de 80%. Et vous
avez sans doute vu, ont été communiqués les résultats d'une expérience de sciences participatives en Angleterre, où on a appris, je pense qu'on leur donné un logiciel aux gens à relever sur leur plaque minéralogique, mais là aussi, pendant une quinzaine d'années, les impacts d'insectes. Et on retrouve là, alors ce n'est pas les 80, on retrouve à peu près 60% de diminution d'impact entre le début de l'étude et la fin de l'étude. Donc on savait depuis très longtemps qu'on avait dézingué tout ce qui était vertébré, que c'est au mieux les vertébrés sauvages, 3 à 4% de la biomasse des vertébrés, un tiers ce sont les bipèdes humains et les 2 autres tiers nos animaux domestiques. On pensait au moins que l'étage en dessous était encore assez fourni, et on doit se rendre compte qu'il n'en est rien, qu'en fait on détruit tout à une vitesse effectivement extraordinaire. Donc c'est ça le paradoxe qui fait que, bah, évidemment, notre civilisation est en train de changer, il y a des couches nouvelles qui apparaissent. Ces couches nouvelles, elles sont inséparables de connaissances nouvelles. Ces connaissances, ça c'est très intéressant, ces connaissances s'accompagnent de sensibilités nouvelles. Je crois que demain, Francis Allais sera là. Il y a une sensibilité aux arbres et aux végétaux de façon beaucoup plus générale qui s'est développée ces dernières années. La sensibilité à la cause animale, notamment chez la jeunesse, elle est aujourd'hui absolument dominante. Le végétarisme, quand ce n'est pas le véganisme, se répand. Donc on a un jeu entre connaissance et sensibilité. Et si on revient à l'histoire, là, moi, je vous invite à lire un livre extraordinaire qui est le livre de Kev Thomas. Il s'appelle The Natural World, et puis c'est entre 1600 et 1800, où il montre pendant ces 2 siècles en Angleterre comment la vision mécaniste des choses, petit à petit, va s'imposer jusque dans les moindres détails et dans les recoins les plus profonds des campagnes. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on a les deux. On a ces représentations, les autres. Et donc, avec une société qui est très, très paradoxale, avec des connaissances en quelque sorte totalement contradictoire au mouvement général, d'une certaine manière, des sensibilités déjà contradictoires au mouvement général. On espère que la contradiction sera résolue à l'avenir dans le bon sens. Et effectivement, et là, ça sera, si vous voulez, ça sera en quelque sorte ma conclusion. Ce qui me semble vraiment très important, que ce soit dans l'aspect destructeur, ce fut le passé, peut-on l'espérer, et dans l'aspect reconstruction de notre identification au vivant, vous voyez à quel point la connaissance savante a dans les 2 cas été un moteur, et en quoi la connaissance savante, contrairement à ce qu'on peut croire, a fini par nourrir des sensibilités très diffuses dans la société. Et par là même, quand vous avez connaissance et sensibilité, eh bien vous avez le moteur de mouvements sociaux possibles. On a vu tout à l'heure avec M. Bérégovoy, par exemple, à quel point la ville de Rouen faisait des efforts pour se renaturer. Eh bien, les amis, il nous reste juste quelques années pour nous renaturer tous. Voilà, merci de votre attention. Merci Dominique pour cet exposé brillant, comme d'habitude. J'imagine que vous avez des questions. C'est allé très vite quand même, toute cette histoire. C'est une grande fresque. Donc si vous voulez revenir sur quelques moments, quelques détails, si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous avons le temps. Donc toujours la même logique, vous levez la main et on vous donne la parole. Je vois une main qui se lève au fond, là. On peut s'asseoir. Ouais. Est-ce qu'on peut parler d'un éveil, de convergence de conscience plus large? Est-ce que c'est un mouvement qui correspond à une réalité? Alors, je l'espère. Je l'espère. Et oui, parce que, en fait, si vous voulez, on a, comment dire, une espèce de dynamisme qui emporte des couches très différentes. On a parlé de la couche de la connaissance, mais par exemple, on a depuis, disons, une dizaine, quinzaine d'années, alors ça, le démarrage est beaucoup plus précoce, mais je vais vous donner un exemple, celui de la construction du droit à la nature. Ça, j'y tiens beaucoup, parce que si vous voulez, le droit à la nature,
ça présuppose une espèce de substrat métaphysique qui n'est plus du tout la modernité individualiste et subjectiviste, ce qui donne les droits, ce qu'on appelle les droits subjectifs. Pensez par exemple au discours de Portalis au moment de la publication du Code napoléonien, disant ben voilà, la propriété, c'est le droit d'user et d'abuser. Et vous vous souvenez peut-être de cet épisode assez amusant, il y a au moins une trentaine d'années de ça, c'était un riche japonais qui possédait un Van Gogh, qu'il venait d'acquérir, et il avait décidé de brûler son Van Gogh avec son décès. Et ça avait créé un émoi international. Et là, on voyait bien que ben non, le droit de propriété, ce n'est pas un droit d'user et d'abuser, mais qu'il y a des propriétés qui relèvent d'un commun. Là, on était dans un commun culturel. Maintenant, on découvre qu'on a un commun naturel, le vivant, qu'on a un commun climatique, etc. Bon. Et donc, on voit que le droit est en train de bouger. Vous avez, alors, le plus célèbre, c'est par exemple le statut du fleuve Wanganui en Nouvelle-Zélande. C'est très lié aux Maoris. On a, on a donné une personnalité juridique à des fleuves, à des glaciers en Inde. Vous avez des comtés nord-américains, vous avez des démarches similaires. En France, vous avez le Code de l'environnement de l'île Loyauté qui reconnaît le principe de l'identité. Alors ça veut simplement dire que pour les peuples premiers, je ne peux jamais distinguer ma propre identité de mes paysages. Je suis la rivière, je suis la forêt, je suis les oiseaux, etc. Mais de façon beaucoup plus, si vous voulez, large, vous avez le nouveau droit du préjudice écologique, adopté, je crois, en novembre 2016, qui reconnaît un préjudice alors qu'il n'y a ni personne ni bien approprié, affecté. Donc effectivement, on reconnaît un droit ayant pour objet une dégradation de la nature qui ne touche, en tout cas directement, aucun être humain. Donc on voit vraiment cette histoire des droits de la nature. Alors ça, vous avez le Parlement de la Loire, vous avez le Parlement du Rhône, etc. On ne cesse partout de construire. On voit que c'est un mouvement international relativement fort. J'ai parlé de ces sensibilités, sensibilité aux végétaux, sensibilité aux animaux. Imaginons, et j'espère que ça sera le cas, que le projet de Francis Allais et de son association de recréation, entre guillemets, d'une forêt primaire, je dis entre guillemets, parce que recréer une forêt primaire, c'est simplement ne rien faire. Hein. Bon. Et donc, là aussi, on voit quelque chose qui aurait été totalement impossible. Au 19e, c'est quelque chose qui était absolument impossible. On voit aussi dans le domaine des sciences, précisément, sur le plan de l'épistémologie, la critique du mécanisme, la critique du programme d'Hilbert, selon lequel, finalement, tout savoir pouvait se ramener à des opérations et donc pouvait se traduire sous forme d'algorithme. Vous savez qu'aujourd'hui, vous n'avez aucun algorithme possible en arithmétique et d'ailleurs plus général en mathématiques. Et donc, on voit bien qu'il y a une partie de la société qui évolue dans un sens, et puis dans l'autre, vous avez Elon Musk, vous avez l'économie dominante, et vous avez les flux de destruction. Donc on est un petit peu dans l'entre-deux, mais on voit bien que ce qui nous anime ici, ce n'est pas du tout quelque chose de marginal. C'est bien des mouvements sociaux allant des connaissances à l'action en passant par la sensibilité qui sont impliqués. Reste à savoir qui va l'emporter. Mais nous le savons d'avance, ma chère Anne-Cécile. On a une petite idée. Il y a une autre question. Non, on va rester optimiste quand même. Merci. Est-ce qu'on peut être humaniste et non anthropocentrique ? Ça c'est une jolie question. Alors, humaniste au sens classique, métaphysique, c'est-à-dire que l'humanité a une dignité qui la place absolument totalement au-dessus du reste, et du coup ça lui donne des pouvoirs sur tout le reste. Ça, je pense que précisément, c'est l'antithèse totale du refus de l'anthropocentrisme. Et donc, entre critique de l'anthropocentrisme et humanisme en ce sens-là, c'est quelque chose qui n'est pas conciliable. En revanche, si on part avec une éthique écocentrée à la John Bird Callicott, là, au contraire, on a en fait une espèce de dignité qui court sur tout le vivant, mais simplement on a des devoirs qui, non pas disparaissent, mais qui s'affaiblissent.
je peux imaginer qu'effectivement, s'il arrive quelque chose à un de mes enfants, j'ai une espèce de devoir absolument impérieux. Si j'imagine que j'ai le même pour tous les enfants sur Terre, c'est faux. Ou alors je vais mourir tout de suite parce que du coup, je vais devoir assumer une espèce de douleur universelle. Celle de 8 milliards d'êtres humains, ça va être un peu difficile. Donc voilà, on a des cercles concentriques, on a un devoir par rapport à chacun de ces cercles, mais effectivement, plus on s'éloigne de la sphère des proches, et on peut imaginer que, que le degré de devoir peut changer. Cela dit, c'est compliqué parce que effectivement, si je regarde les communs, on pourrait définir un commun de la manière suivante. Un commun, c'est ce qui rend possible une expression individuelle. Par exemple, la langue est un commun. Si j'ai un accès assez complet, affiné à la langue, je vais pouvoir construire des expressions relativement fines de ma propre pensée. Moins je vais maîtriser la langue et plus j'aurai du mal à affiner ma propre pensée. Donc en ce sens-là, la langue est bien un commun. Ça me précède et elle conditionne mon pouvoir, mes capacités individuelles. Là, en l'occurrence, linguistique. Eh bien, je peux imaginer que le climat, que le vivant, c'est la même chose. Ce sont des communs, c'est-à-dire que le climat, c'est en quelque sorte l'écrin de la vie, c'est le paramètre chaleur, le paramètre humidité. Si ça varie un peu trop, on va aller vers la chaleur humide, c'est d'ailleurs ce qui est en train de nous arriver. Ce n'est pas tout à fait joyeux pour les êtres vivants et pas simplement pour les êtres humains. Donc c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut avoir cette morale, parce que dans l'action, il est vraiment important de savoir distinguer, mais il est vrai que dans l'action, je peux imaginer qu'on puisse parler d'un crime climatique. Parce qu'effectivement, en contribuant très fortement à dégrader le climat, eh bien, en fait, je ne blesse pas l'intérêt d'un seul individu, je blesse l'intérêt de toute la vie sur Terre, présente et future. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas, je peux très bien faire quelque chose où je vais reconnaître une certaine forme de dignité un peu particulière, mais sur un continuum, aux êtres humains. Parce que égoïstement, je fais partie de l'espèce humaine et parce que mes interactions les plus courantes seront avec d'autres êtres humains, et pour que je puisse trancher dans mes interactions, je suis obligé de hiérarchiser. Alors, on vient de le voir, il y a une hiérarchie pratique qui est assez claire. Parfois, elle peut être contradictoire avec une hiérarchie ontologique. Par exemple, le bien commun climatique est plus important que n'importe quel être humain. Bon, voilà, une réponse spontanée et rapide. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans l'objectif d'une réconciliation pleine et entière de la civilisation avec le vivant, quelle est la part de la connaissance par rapport à la part d'une espèce de spiritualité animiste qui serait retrouvée, voire un peu religieuse, c'est ce que je veux dire? Oui, alors, si vous voulez, déjà, première chose, il faut faire très attention à pas mettre sur le même plan spiritualité et religion. La spiritualité est première et on peut voir dans la religion un mode un peu cadenassé de spiritualité. Mais si vous voulez, il n'y a pas de société où vous n'ayez de spiritualité en deux sens. Le premier sens, c'est que vous n'avez pas de société où on ne valorise pas de manière dominante un mode de réalisation de soi. Si vous allez voir chez les Grecs classiques, c'est d'ailleurs très sympa, hein, ça peut toujours faire la nôtre. La spiritualité, c'est réaliser son humanité. Réaliser son humanité, c'est réaliser ce qui est proprement humain en soi, c'est-à-dire les sciences. Alors, à l'époque, science, philosophie, ça ne se distingue pas. Par les sciences, on développe sa raison spéculative. Par la participation à la cité, on développe sa raison pratique, la raison liée à l'action. Et par les arts, on met en forme sa sensibilité. C'est quand même pas mal, hein. Moi, je trouve ça très bien. Alors, vous pouvez être chrétien, vous pouvez être bouddhiste. Auquel cas, pour vous, valoriser votre humanité, c'est tendre vers le salut ou tendre vers l'éveil. Si vous êtes bouddhiste, allez-y, hein, c'est sympathique. Pas très simple. Hein. Bon, si vous êtes un stakhanoviste stalinien, votre spiritualité, c'est contribuer à l'émergence de l'homme futur avec le nombre de tonnes de charbon que vous allez extraire dans la journée.
Bon, voilà, mais c'est aussi une forme de spiritualité, si vous voulez. Et puis l'autre volet de la spiritualité, c'est que c'est pareil, il n'y a pas de société qui n'ait pas une espèce de patte, de caractéristique, d'angle dans sa relation au monde qui l'entoure. Nous, c'est, si vous voulez, si je prends un Amérindien, et c'était le cas par exemple, pas pour les animaux, mais en tout cas pour les arbres, en Allemagne jusqu'au milieu du 19e siècle, un forestier allemand n'abattait pas un arbre sans lui avoir demandé au préalable pardon. Ne demandez pas à Sarah Palin, ne demandez pardon au loup qu'elle va flinguer depuis un hélicoptère avec une arme automatique. Bon, donc là, vous voyez bien que on a ces deux sens de spiritualité et en fait, j'ai pas le temps de développer, mais ils sont vraiment connexes. C'est-à-dire quand le sens 2, la réalisation, le mode idéal de réalisation de soi change, c'est parce que aussi la relation au monde a changé. Donc, en ce sens-là, pour revenir à la question de l'animisme, le problème de l'animisme, c'est un peu ce qu'on montre dans ce livre avec un exemple, je ne vais pas vous le refaire là parce que c'est un peu long, c'est celui des arbres à pluie, mais les chamans possédaient une forme de savoir. Simplement, ce n'est pas un savoir au sens occidental du terme. C'est-à-dire, c'est à la fois des connaissances et en même temps, comme aurait dit Feyerabend, c'est aussi une manière de se relier au monde, c'est aussi une éthique, c'est aussi des devoirs vis-à-vis d'autrui, etc. Mais il y a eu dans certaines cultures chamaniques de véritables savoirs. Alors, vous avez une philosophe comme la philosophe australienne, qui est une très grande penseur, qui est Val Plumwood, c'est une des toutes premières, à reconstruire une philosophie néo-animiste. Et à la fois, c'est très structuré, c'était une ancienne philosophe analytique, et c'est inséparable d'une expérience qu'elle a vécue elle-même. Je vous la raconte parce que l'expérience est fascinante, je pense que beaucoup dans la salle la connaissent. On est là, je pense, pardon, excusez-moi, au début des années 90, elle se balade sur des rivières, une rivière, je crois que c'était une rivière, excusez-moi, au nord de l'Australie, dans un endroit qui est connu parce qu'il y a beaucoup de ces... Oh, merci, c'est sympa. Merci beaucoup. Il y a la plus grosse espèce de crocodile au monde. Évidemment, pour le crocodile, et c'est ça qui est très important, pour le crocodile, Val Plumwood, je suis désolé, mais ce n'est pas une philosophe, hein, c'est de la viande. Et donc, lui, le crocodile, quand il voit un beau morceau de viande comme ça sur un canot, écoutez, il fait le boulot d'un crocodile. Hein. Et donc, il renverse le canot, il l'attrape, et les crocodiles détestent manger des choses qui bougent. Hein. Donc, en fait, il torsade sa proie, il la tire plusieurs fois vers le fond. Et là, Val Plumwood, un peu comme Natassia Martin, mais d'une manière différente, arrive à se dégager du crocodile, mais elle en tire quelque chose de fascinant. Elle en tire justement, c'est à partir de là qu'elle va repenser l'animisme. C'est-à-dire, elle voit la prétention de la civilisation occidentale d'imaginer que nous ne sommes pas de la viande. Mais si. Et donc, elle a un moment comme mystique, ou comme si elle se voyait de l'extérieur, et elle s'aperçoit comme morceau de viande. Alors rassurez-vous, elle était végétarienne, hein, mais bon, elle va recomposer toute sa philosophie à partir de ça. Et le versant occidental débile, c'est Crocodile Dundee. Il faut que vous sachiez que Crocodile Dundee est parti de la même histoire. Mais c'est la version macho abruti. C'est pas exactement la même. Donc voilà, vous voyez, non, l'animisme, on peut le voir de façon très très intéressante, mais nous, on est dans une autre culture. Je suis désolé les amis, mais si l'un de vous se prend pour un chaman, il vaut mieux qu'il aille voir le psychiatre. En revanche, il existe de vrais chamans. Est-ce qu'il y a d'autres questions? De chaman, par exemple, ou de apprenti chaman? Merci pour votre qualité d'intervention. Je suis tombé sur la définition du développement durable. Je trouve que c'était extrêmement intéressant. Et j'avais envie de poser une question, parce que c'est une définition dont on peut critiquer. Hein, il y a plein de critiques à faire, mais il y a des définitions qui existent, qui sont assez intéressantes. Et certainement, vous la connaissez, c'est la définition du rapport Brundtland de l'ONU, hein, qui dit le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Voilà. C'est fort, hein, quand même. C'est très fort, c'était très intéressant. Fort, hein. Et donc aujourd'hui, malheureusement, on constate que les générations futures, aujourd'hui, on compromet complètement leur présent. Et donc ma question, c'était
quels sont pour vous les freins en fait majeurs du fait qu'on n'arrive pas aujourd'hui je dirais, à préserver notre terre, voilà, aussi une vie pour nos générations futures. On a des rapports avec des belles définitions. On a la charte de l'environnement aussi, rattachée à la Constitution. Tout à fait, oui. Et aujourd'hui, ce n'est pas une réalité. Pour vous, c'est quoi les freins majeurs? Qu'est-ce qui bloque pour que ça devienne une réalité? Eh bien, on peut déjà le comprendre avec la manière dont on a construit le développement durable. Alors, le premier défaut de cette belle définition, par ailleurs, elle est vraiment intéressante. Le premier défaut, c'est qu'elle est, alors pour le coup, pour reprendre la question qui m'a été posée en premier, elle est totalement anthropocentrée. C'est-à-dire le développement durable, il ne concerne que les générations humaines futures. Les plantes, les animaux, allez vous faire voir. À mon avis, là, déjà, ça commence mal. Ensuite, la deuxième chose, c'est que quand même, cette définition est belle, on peut l'élargir. L'élargir ne la contredit pas. Ensuite, la difficulté, c'est que pour arriver à ça, il aurait fallu remettre en cause nos modèles économiques. C'est précisément là le défaut du développement durable. D'ailleurs, dans le rapport Brundtland, vous avez, je ne sais plus, mais je crois une trentaine d'occurrences de la croissance. Or, je suis désolé, si on voulait vraiment arrêter nos dégâts, disons, il faudrait faire les choses suivantes. Premièrement, il faudrait produire beaucoup moins d'objets, notamment beaucoup moins de convertisseurs énergétiques, les produire plutôt de manière modulaire. Pour les plus sophistiqués, les plus riches en métaux, les plus gourmands en énergie, autant à la fabrication qu'à l'usage, il conviendrait qu'ils soient sophistiqués. Il faudrait aménager beaucoup moins d'infrastructures pour relaisser aux vivants sauvages sa part. Dans le même esprit, il faudrait évidemment que la démographie se réduise, mais elle est en train de le faire. Et puis, il faudrait effectivement passer d'une agriculture minière à une agriculture à nouveau solaire, mais avec évidemment des méthodes différentes, et par là même changer nos régimes alimentaires. Donc, si vous faites tout ça, ce qu'on appelle, si vous voulez, disons, ce qui a été la croissance, c'est-à-dire un horizon d'accroissement indéfini du volume de richesse matérielle sur Terre, vous devez lui dire adieu. De même que vous devez dire adieu en ce qui concerne l'accès aux ressources naturelles à des inégalités, en tout cas des inégalités par trop fortes, au moins, si ce n'est pas pire, puisque en fait, en dehors de l'aspect directement biodiversité, c'est vraiment le niveau de richesse matérielle des uns et des autres qui a pour effet la destruction de l'habitabilité de la Terre. Donc effectivement, si vous faites ça, ce n'est pas ce qu'on appelle développement durable. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus exigeant. Ce n'est pas contradictoire, mais c'est beaucoup plus englobant. Et effectivement, en revanche, c'est contradictoire avec le noyau que le développement durable n'a pas voulu toucher, c'est-à-dire un modèle économique, pour dire les choses avec un gros mot, capitalistique classique. Sacré programme. Est-ce que... Mais on peut le prendre par des petits bouts. Oui, mais non, il faut qu'on aille vite et qu'on fasse tout d'un coup, donc ça va être... voilà. Qui est prêt à changer quoi dans cette salle? Allez-y. Oui, est-ce que la propension qu'a l'humanité à puiser dans les ressources de manière compulsive jusqu'à épuisement sans se préoccuper du lendemain, est-ce que justement ce n'est pas un comportement parfaitement naturel? Les criquets migrateurs, les lemmings, la pyrale du buis ne fait pas autre chose. Et je me demandais si justement le défi qui est posé à l'humanité, c'était pas plutôt d'arriver à contrôler ces penchants naturels qu'on n'arrive pas à contrôler. Oui, je comprends très bien. Je serais plus nuancé que vous en ce qui concerne naturel. Et là, je vous renverrai un livre que je n'ai pas encore fini de lire, mais j'avais lu il y a quelques années la version sous forme d'article. C'est un pavé de 700 pages, doit être à peu près à la page 300. Mais c'est le livre de David Wengrow et David Graeber, qui sont deux anthropologues et qui font de façon sérieuse et non imaginée avec un imaginaire transhumaniste que Harari a fait. C'est-à-dire qu'ils reviennent sur, si vous voulez, les sociétés, pour autant qu'on puisse le savoir, et justement ils sont très prudents là-dessus, sur les sociétés paléolithiques et sur le néolithique qui est très long et qui voit des choses très très différentes entre l'agriculture de décrue des 3 premiers millénaires
où on ne laboure pas, etc., où les champs changent parce que c'est en fonction de l'évolution des zones humides, et puis l'agriculture qu'on va pratiquer après, avec irrigation, etc., ça n'a franchement plus rien à voir. Mais en tout cas, ce qu'il montre dans ce livre, c'est deux choses. Premièrement, les sociétés humaines sont très plastiques, énormément plastiques. Elles sont très différentes les unes des autres. Et ce qui est aussi ce qu'il montre, c'est que ce n'est pas la base matérielle. Hein. Vous savez, les gens sont encore dans un marxisme sommaire qui, moi, me sort de partout. Hein. Mais en fait, non, ce n'est pas une nécessité naturelle. Ce sont vraiment des choix. Nos ancêtres étaient très politiques. Ils étaient très fiers de leur organisation, apparemment, pour autant qu'on puisse le savoir, et employaient une ingéniosité assez folle à la justifier. Et à critiquer celle d'autrui, ça c'est très humain. En revanche, là, votre penchant naturel, à mon avis, il est absolument insurmontable. Mais en tout cas, par rapport, si vous voulez, aux ressources, par rapport à la matière, ces sociétés ont des relations très différentes. Certaines sont très, très, très économes. Et je vous rappelle que dans l'éthique à Nicomaque, la définition qui est donnée par Aristote de l'économie, c'est l'usage économe des ressources pour le bien-être de la communauté. On a complètement perdu économe. Donc non, je pense qu'on peut revenir. Alors évidemment, c'est une orientation générale. Est-ce qu'on y arrivera? Je vous renvoie au pessimisme d'Anne-Cécile. Au pessimisme que vous partagez, hein. C'est un peu facile de tout mettre sur le dos. Tout à fait. Je le reconnais aisément. D'autres remarques ou questions? Non? Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci, Dominique.